Pour cette troisième partie de notre entretien, eh bien, je voulais qu'on aborde un petit peu tes inspirations littéraires, culturelles. Et quand on a préparé cet entretien, que je t'ai envoyé un message, tu m'as dit que tu aimerais me parler de Jack London, d'un roman en particulier, Martin Eden. Mm. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre que, à titre personnel, je n'ai pas lu, même si j'en ai évidemment entendu et lu beaucoup dessus, mais que je n'ai jamais pris le temps de lire. Bah, c'est un peu une évocation de mon parcours personnel. Moi, pour le coup, je suis autodidacte. J'ai absolument pas d'un milieu culturel, on va dire, fort, ou en tout cas porté là-dessus. C'est vrai que moi, par exemple, j'avais pas de bibliothèque à la maison. Mm. J'avais même dit dans un entretien un jour que les seuls magazines qu'on trouvait chez moi c'était Autoplus et La Redoute. Et mes parents avaient lu l'article et depuis c'est devenu un peu un sujet entre nous, on rigole dessus. Mais effectivement, bah, le Oui. sujet c'est que oui, j'ai pas de bibliothèque chez moi. Ouais. Et par contre là c'est aussi, je pense Maintenant, que tu en as une peut-être. ah oui, elle est même très très grande. Bah, justement, on a une boulimie ensuite, et on a Oui. toujours un peu ce syndrome de l'imposteur quand on est autodidacte et qu'on arrive à travailler dans des milieux, parce qu'aujourd'hui, bah, je travaille dans des rédactions, en tout cas, je participe à des revues et bah, j'ai écrit des livres. Donc, je travaille aujourd'hui dans un milieu bourgeois, en tout cas d'un point de vue culturel, Bien sûr, oui. assumé et assez comme ça. Élitiste ou élitaire plutôt. Ouais, voilà, exactement. Et donc c'est vrai que bah on a toujours ce syndrome un peu de l'imposteur et on se dit bah moi je dois toujours en faire deux fois plus justement par rapport à ceux bah, qui sont installés et qui eux bah ont pas à faire leurs preuves. Ouais, je comprends. On va parler de Jack London après, mais simplement, j'ai envie de te dire que cette boulimie, au-delà de la question de classe sociale ou de milieu social, je pense qu'il y a une boulimie aussi générationnelle, où c'est-à-dire que, on va en parler, je pense que ça, c'est vraiment lié au roman. On a une bourgeoisie qui elle-même est décadente sur le plan culturel, avec des connaissances beaucoup moins solides et des bases beaucoup moins solides qu'auparavant. Et je pense que n'importe quel jeune, qu'importe son milieu social, quand vers 17-18 ans, il se rend compte que ce qu'il a appris à l'école, c'était en fait la surface et presque tout à fait insuffisant, et surtout qu'il compare à la connaissance de certains aînés, de la génération qui disparaît aujourd'hui, il se dit, je n'en connais pas assez, mais réellement pas. Et moi j'ai eu cette phase entre... Alors pourtant je viens d'un milieu qui avait des bibliothèques à la maison largement. Entre 16 et 20 ans, j'ai eu une phase pareille de boulimie, où déjà je m'interdisais presque de lire des romans parce que j'avais l'impression que c'était une perte de temps et que je voulais engranger le maximum J'y de suis passé connaissances. aussi moi. Ouais. Oui, oui. Les livres d'histoire, les livres de philosophie, de politique. C'est une erreur uniquement. en plus. C'est Ouais, complètement ouais, une c'est erreur, j'en erreur. suis évidemment revenu. Et si vous faites cette erreur, arrêtez, lisez de la littérature également. Lisez bien sûr des livres d'histoire, de philo, de politique, de sciences, ouvrez-vous l'esprit, mais lisez aussi de la littérature. Et je pense que cette boulimie, il y a aussi un effet générationnel en plus d'un effet de classe, où on a envie de rattraper parce qu'on est avide de cette connaissance qu'on ne nous a pas transmise et qu'on aurait dû nous transmettre. Mais en plus, l'opposition entre le profil autodidacte et le profil bourgeois culturel, moi je le vois, je le perçois tout de suite. D'accord. Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que sur la production de travail, par exemple, moi quand j'ai commencé à m'intéresser, moi peut-être, on va dire que mon premier vrai livre vraiment lu, ça a été à partir de 25 ans. Ah oui, Pour te donner oui, un ordre d'idée. d'accord. Avant, j'ai toujours été un très gros lecteur de BD et aussi notamment de manga, Dragon Ball Z, Berserk que j'aime beaucoup par exemple. Mais c'est vrai que le moment où je me suis d'accord. véritablement mis à lire, c'est peut-être à 25 ans. Alors que c'est vrai que j'ai eu l'avantage de m'y mettre très tôt. Moi, c'est vers Ah oui. Alors j'ai toujours lu des romans, mais je dirais que j'ai commencé à lire des livres un peu intellectuels, ou au moins des livres d'histoire vers 14 ans. Parce que ça m'était quand même offert, j'avais cette possibilité. Bah, et l'autodidacte, quelque part, où il a un avantage sur celui qui vient plutôt d'un milieu culturel assez avantagé, c'est que bah, moi j'ai lu de tout. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de déchets aussi, Oui, bien sûr. mais c'est vrai, on lit de tout. À l'époque, comme toi, j'ai eu ce mauvais réflexe de plutôt négliger le roman parce que je me Ouais. disais perte de temps. Perte de temps. Pourquoi lire une histoire quelconque, voilà. une histoire d'amour, alors que je pourrais apprendre un nouveau fait extrêmement intéressant sur les guerres puniques. Ouais, bah moi c'est pour ça j'ai vraiment accumulé, mais de manière un peu ridicule, bah, Ouais, bien les sûr. bouquins d'histoire, les bouquins d'anthropologie, de sociologie, mais aussi quelque part même dans les idées politiques, j'allais vraiment de l'un à l'autre sans barrière. Et là c'est peut-être à mon avis un avantage de l'autodidacte, c'est qu'il arrive sans préjugés. Oui. On peut passer d'un ouvrage de Lénine, de Trotsky, ou que sais-je, d'extrême gauche à un écrivain d'extrême droite type Joseph de Maistre d'un instant à l'autre, et il va pas arriver derrière avec comment dire les préjugés qu'il a pu avoir au sein de sa famille. On dit va pas lire cet Oui, auteur. je recommande toujours l'ouverture. Moi, en fait, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à vraiment beaucoup lire.
j'allais dans les librairies et les bibliothèques, et si la couverture, la quatrième de couverture me disait bien, j'allais dedans, quoi. Et il y a eu des déchets également, et donc c'est sûr qu'il faut... Moi, ma manière, c'était plutôt les notes de bas de page. Ouais. Elle me renvoyait derrière une liste, et là, j'allais Et voir... parfois, j'engrangeais des connaissances que finalement je ne comprenais pas, de sujets extrêmement complexes, mais à force de les lire et de les relire, on commence à se forger une Ah culture bah ça assez c'est solide certain. dessus. Moi au début j'ai commencé par Descartes, le discours de la méthode, Il j'ai faut pas- absolument voilà. rien compris. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par la lecture dans un premier temps. Et en plus petit à petit l'esprit critique vient au fur et à mesure des lectures. Exact. Où en fait on prend pour argent comptant toutes les premières lectures. On dit oh, putain c'est impressionnant, c'est lui qui a la vérité. Ouais. Et puis au bout de la 20e lecture on dit ah, il a peut-être un peu moins. À partir de la 50e, on va lui opposer des arguments. À partir de la 100e lecture, et ben là, on Voilà, s'oppose contre le livre. Donc, On arrive à lire de manière opposée. Donc, Ce qui est le premier lecteur, en général, va s'accorder tout le temps avec la dernière donc la lecture. notion de progression, elle est assez intéressante à mon avis d'un point de vue intellectuel parce que moi je l'ai toujours reliée aussi à la progression aussi sportive. Donc là on pourra peut-être revenir dessus plus tard, mais pour moi elles sont liées. Enfin c'est aussi le mot de Nietzsche, arrière cul plombé, il faut toujours penser en marchant. Et c'est vrai que dans la lecture ou en tout cas dans la progression intellectuelle, on la sent vraiment cette notion de progression. Et à mon avis, il faut toujours essayer de la cultiver en ouvrant comme ça un peu les écoutilles. Mais par contre là où je vois qu'il y a une certaine désavantage par contre pour le fait à être autodidacte, c'est que par exemple celui qui vient de la culture bourgeoise, il a comment dire, il a un peu des chemins de fer tracés. Oui, oui. Il est beaucoup plus cadenassé et l'opposition caricaturale là-dessus, c'est celle entre Proudhon, qui est un auteur que j'ai beaucoup lu parce que c'est un autodidacte aussi, fils de vacher, qui vient d'un milieu populaire, qui était boursier, qui a dû arrêter ses études. Moi aussi, j'ai dû arrêter mes études pour retourner travailler. J'ai été menuisier charpentier. Lui, à l'époque, il est devenu imprimeur justement parce qu'il devait gagner sa vie. Donc, beaucoup de liens avec Proudhon. Et Proudhon, c'est vrai que moi, j'adore le lire, mais sa prose, elle est un peu débridée. Alors qu'en face, on a un Marx qui vient d'une famille plutôt bourgeoise, éducation universitaire brillante. À l'époque, là aussi, faut se remettre dans le contexte. Tous les universitaires parlaient grec, latin, écrivaient même leur thèse, il me semble, en latin ou en grec. Aujourd'hui, les universitaires méprisent presque la... Voilà, et donc c'est un esprit, mais dont on n'a pas idée. Hein. Vraiment, les idées les universitaires, les grands penseurs du 19e, début 20e, ils sont à des encablures de nous intellectuels. Bref. Ça leur donne un caractère... Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux ont été en opposition, et les deux ont pu s'opposer là-dessus. Et moi, mon cœur penche plus du côté de Proudhon, pour le côté autodidacte. Je pense que la raison peut y pencher un peu plus. Bon, je rejette un petit peu les deux, mais... En tout cas, non, mais sur ce point, enfin sur cette opposition qui est circonstancielle entre les deux. Et c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte, c'est une des apories peut-être de mes travaux, c'est que des fois ça manque un petit peu de cette rigueur bourgeoise, du fait de classer les idées de manière assez scolaire quelque part. Mais au moins il y a de la vitalité. Mais au moins moi je conserve cet accent. Donc quand on me fait le reproche de manquer parfois un tout petit peu de cohérence ou comme ça, de faire un chemin ferré assez limpide, oui, je dis peut-être, mais j'ai à mon avis d'autres avantages, notamment sur le fait d'aller trouver parfois des sources qu'on s'interdit de lire à droite parce que ça vient de gauche. Parce que ça ne se fait pas. Exactement. Donc voilà, les deux esprits, en tout cas les deux approches sont à mon avis assez intéressantes. On va raccorder les wagons. Et donc pourquoi Martin Eden ? Moi j'ai bien compris que c'est vraiment le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce roman et donc en quoi c'est le miroir ? Vraiment pour résumer, c'est que c'est vraiment le garçon d'extraction basse qui va connaître, Martin Eden. Voilà, qui va connaître en tout cas grâce à l'histoire d'une fille ou en tout cas un amour, le milieu bourgeois. Oui. Et lui se rend compte à l'époque du fossé qui existe justement entre ces personnes qui ont été... Cette femme qu'il convoite. Voilà, dans un habitus culturel, le fait des rencontres aussi, parce que... c'est pas qu'une culture livresque, c'est aussi les rencontres avec les parentés, les gens qui sont les amis de ses parents. Ouais. Évidemment que quand on a tous les dimanches des avocats, des notaires, des universitaires qui viennent à la maison, c'est pas la même chose quand c'est ton oncle qui travaille à l'usine, qui est chasseur. Mais il peut y avoir des personnes tout à fait cultivées aussi. Ouais, et là-dessus, on peut opposer quelque part un bon sens plus populaire et de l'autre une tendance à trop intellectualiser les sujets. Et parfois, on l'avait évoqué au début de notre entretien, quand on intellectualise trop, on perd parfois aussi ce lien avec la réalité que justement ceux qui sont dedans comprennent parfois un peu plus. Et donc Martin Eden va se retrouver dans ce milieu bourgeois, va se sentir humilié dans un premier temps. Oui, mais c'est une blessure, même moi j'ai pu la connaître. Et il va chercher à combler cette blessure. Là-dessus, faut absolument pas la négliger. Et évidemment que
quand on voit des personnes discuter dans un certain milieu, moi par exemple qui suis arrivé à Paris dans le milieu de la nouvelle librairie dans lequel je travaille encore actuellement, bah c'est vrai qu'on tombait sur des personnes qui sont dans la politique depuis longtemps, donc qui ont des informations, qui ont des expériences, qui ont des notions politiques qu'on n'a pas quand on vient d'un milieu apolitique comme le mien. Donc là-dessus, bah, oui, il y a le côté un peu blessure narcissique, et justement on essaie de la combler en faisant moult efforts justement pour rattraper, et lui c'est ce qu'il a fait, Martin Eden, accompagné par cette et au bout d'un moment il s'est rendu compte que l'élan qu'il avait et le fait d'avoir comme ça accumulé énormément de connaissances et de livres faisait qu'il avait surpassé quelque part les bourgeois qui étaient restés dans une relative paresse. Ils étaient au-dessus de la moyenne. Superficialité. On leur a donné un héritage culturel qu'ils n'ont pas cherché à faire fructifier, lui ou par le travail, par les années d'études, a finalement réussi à s'élever. Et donc, moi, j'ai ressenti un peu ça. C'est pour ça que j'ai tout de suite une identification avec Martin Eden. Et aussi, peut-être, le côté qui est aussi intéressant, c'est que si on s'est rapproché d'un certain milieu, on s'est aussi éloigné d'un autre, qui est son milieu d'origine. Et c'est vrai que parfois, les références culturelles sont pas les mêmes. Les points d'intérêt, de convergence sont pas forcément les mêmes. On est un peu un transfuge. Et là-dessus, c'est comme les transfuges de classe, c'est toujours aussi assez intéressant, parce que si on s'est rapproché d'une certaine culture bourgeoise, on s'est un peu éloigné aussi de sa culture d'où on venait. Donc ça, c'est des questions qui sont parfois un peu difficiles à appréhender pour son identité, parce qu'on sait qu'on est en face pour accéder à une autre classe sociale, et on a quitté l'autre, mais la période de transition, elle est un peu difficile, parce qu'on a des codes aussi de l'ancienne et aussi de la nouvelle. Donc voilà, c'est des sujets qui sont, à mon avis, assez intéressants sur l'identification, et c'est pour ça que Martin Eden, justement, c'est un roman qui m'est cher. Quand est-ce que tu l'as lu, Martin Eden ? Je l'ai lu assez tardivement. Comme je t'ai dit, moi j'ai commencé véritablement à lire à partir de mes 25 ans, et j'ai dû lire un petit peu avant ma trentaine, à 28 ans. Et aujourd'hui j'en ai 31. Ouais. Et tu le conseillerais donc bien évidemment. C'est une lecture qui est intéressante au-delà, même qui est un bon roman, même au-delà des idées. On a une histoire d'amour, ensuite on a des péripéties, le monde. Moi je ne l'ai pas lu, hein. C'est des recherches et des écoutes de podcasts, mais je le lirai, promis, suite à cet entretien, je te ferai un retour. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait des péripéties dans le monde économique, dans le monde de la littérature, dans le monde des auteurs. Et donc là aussi, tu as pu un peu t'identifier, puisqu'il y a quand même un certain nombre. Martin Eden cherche à devenir auteur, et beaucoup de choses se dressent sur son chemin. C'est aussi ton cas. Ouais. Tu es jeune auteur, tu as publié 4 livres. 4 livres. 4 livres, le 5e en préparation. Le succès, il est au rendez-vous, et puis parfois il est un peu décevant, c'est le cas de Martin Eden. Est-ce que aussi tu as pu t'identifier dans ce monde des livres, ou est-ce qu'il est un peu plus fantasmé dans le roman ? Il y a aussi une autre figure que j'aime beaucoup, alors là, qui n'est pas un personnage littéraire, qui est Jean Co. Jean Co, aussi, notamment il y a une biographie qui est sortie sur lui récemment, et c'est un personnage aussi qui me parle beaucoup, parce que c'est la même chose, il est d'extraction basse, d'une famille plutôt paysanne, et justement lui il va monter à Paris pour arriver, va faire l'école normale supérieure, et il va devenir le secrétaire de Sartre. Et à la fin, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça, il va passer du bord politique plutôt à droite extrême, plutôt à gauche, extrême gauche, à droite. Il va devenir un nationaliste, un défenseur de Gaulle. Et là aussi, là où je me suis reconnu, c'est que moi j'ai reconnu quelque chose, je reconnais tout de suite les bourgeois, aussi une chose, c'est qu'ils fantasment, en tout cas les bourgeois de gauche, souvent c'est qu'ils vont fantasmer les classes populaires. Ils ont une tendance à avoir une approche un peu angéliste. Il y a les deux, il y a une forme de fantasme, mais aussi une forme de mépris qui se conjugue. Oui, mais là c'est plutôt dans la bourgeoisie de droite. Ouais. Mais à mon avis, là où tu as tout à fait raison, c'est que le paternalisme envers les classes populaires, c'est à mon avis un mépris. Parce que c'est vraiment, il faut essayer de les diriger sur les bons sujets. Ils sont un peu rustres, mais ils sont sympathiques. On va les éduquer sur l'autre, on va les éduquer sur les thèses LGBT, sur les thèses écologistes. C'est vraiment un peu quand même ces beaufs qui roulent au diesel, comme disait Benjamin Griveaux. Et là aussi, c'est pour ça que Jean Co m'est cher, c'est que comme il disait, moi des mains calleuses, j'en ai serré toute ma vie. Je sais ce que c'est. Et c'est pour ça que là on reconnaît un bourgeois de gauche, c'est dans le fait où il est toujours un peu mielleux quand il va parler des classes populaires, alors que moi je les connais, j'en viens, et justement j'ai
pas une rancœur, absolument pas, ni un sentiment, mais je sais comment elles sont et il faut les prendre telles qu'elles sont. Faut être franc, honnête. Ça, c'est des valeurs, à mon avis, qu'il faut revendiquer aujourd'hui à droite, de bon sens. Et c'est là où on peut leur parler le plus. Et c'est pour ça que quand on est un peu transfuge, on a un peu justement comme ça des expériences avec la haute, avec en tout cas les classes un peu plus supérieures et les classes inférieures. Et ça nous permet d'avoir une lucidité ou en tout cas une distance critique à la fois sur l'une et aussi sur l'autre. Oui, donc l'histoire de Martin Aden, finalement, c'est quelqu'un qui vient des classes populaires, qui se rend compte que les classes bourgeoises qu'il a fantasmées dans un premier temps n'étaient pas au niveau qu'il souhaitait, et même qui a cherché à aller au-delà des aspirations de cette classe bourgeoise, qui est finalement une classe où on choisit de se ranger dans les bonnes choses, le bon travail, et Martin cherche à aller un petit peu plus loin. Alors sans vous divulgacher la fin, puisque moi malheureusement je connais la fin, donc je n'irai pas sur ce terrain-là, mais il y a un ton qui est quand même assez dur, non, dans ce roman qui peut être assez lourd pour le cœur. Oui, après ça c'est le style de Jack London, on le sait, il a écrit justement sur des thèses comme ça, c'est un lecteur de Darwin, justement de Spencer, avec des romans, on va dire, un peu plus naturalistes, pas dans le sens de Zola, mais en tout cas des romans sur l'instinct sauvage, justement le retour comme ça à des instincts en tout cas plus primaires. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas une littérature qui se donne des apparats, c'est pas une lecture qui essaye de mettre des velours, là justement où il y a la dureté de la vie, et donc, comme je te l'ai dit, la notion de transclasse, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il ne considère pas justement le prolétaire ou l'ouvrier comme un bébé phoque à protéger, justement, il le prend tel qu'il est. Et ça, moi, cette littérature directement au nerf, très, très musculaire, quelque part. On sent la vie, on sent le sang. C'est quand même une littérature énergique, quoi. Assez dure, et justement, moi, elle me plaît. Même si, bien évidemment, je peux me laisser bercer par les gaudrioles d'un Chateaubriand où il va nous narrer une Amérique qu'il a absolument jamais visitée, où il présente des macaques, ce genre de choses. Non, mais c'est son voyage en Amérique. Oui, bien sûr. Ça me fait toujours rire parce qu'à l'époque, des journaux américains avaient attaqué Chateaubriand en disant, mais en fait, il est jamais allé là-bas parce que c'est absolument pas comme ça. Mais quelque part, ça fait aussi partie du charme de la littérature. C'est aussi d'avoir le côté un peu illusion, rêve aussi. Mais moi, il y a cette littérature très dure, comme ça, un peu du fer, de l'acier et du sang, qui me plaît. Et donc, c'est pour ça que je recommande la lecture de Martin Eden, ou même des autres livres de Jack London à nos auteurs. Oui, on apprend beaucoup de choses via la littérature, et on apprend beaucoup de choses sur la vie et sur l'âme humaine. Donc, on vous conseille la lecture de Martin Eden de Jack London. Enfin, Rodolphe vous conseille, et puis moi, j'espère vous le conseiller très bientôt. Merci et à bientôt.